en direct de chez vous. Jean-Michel Lamazerolle, RCF Charente. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans En direct de chez vous. En direct de chez vous aujourd'hui, à une vingtaine de kilomètres d'Angoulême, aux portes du Périgord. Et nous sommes à côté de Gura, dans un endroit qui s'appelle La Baudie, où monsieur Ludovic Massacré nous reçoit. Il est agriculteur, céréalier exactement, c'est une entreprise familiale. Et on est là, certes, pour parler de cette agriculture et puis de ses terres, mais également dans le cadre des Journées nationales de l'agriculture qui vont avoir lieu bientôt à Villebois-la-Valette et plus particulièrement sur le parking du Super U. Et nous avons à côté de nous également monsieur Loïc Villeneuve, qui en est le directeur, le patron de ce Super U. Il nous parlera de ces journées lui aussi, mais je vais d'abord passer la parole à monsieur Ludovic Massacré pour qu'il nous dise où nous nous trouvons et que pour ceux qui nous écoutent à la radio, eh bien, aient une idée et du paysage et de l'endroit où nous sommes. Bonjour à vous, Ludovic. Bonjour Jean-François. Alors c'est Jean-Michel, mais ça fait rien. Oh pardon. Bonjour Jean-Michel. Alors oui, dites-nous. Écoutez, bienvenue donc, aux portes du Périgord. Hein, comme vous l'avez très bien précisé, nous sommes à une vingtaine de kilomètres d'Angoulême, sur une exploitation donc, céréalière, familiale, que j'ai repris en 2003 suite au départ en retraite de mes parents. Donc je suis un agriculteur passionné qui aime bien communiquer de son métier, qui aime bien partager sa passion auprès d'autres personnes et qui a une seule envie, c'est aussi communiquer sur un avenir, une union, une proximité et de la bonne entente et de la convivialité. Alors moi, je voudrais revenir sur peut-être cette vocation agricole. On s'est parlé bien sûr avant l'émission et j'ai entendu cette passion. Mais cette passion, évidemment, elle se travaille et surtout, comment est-ce que vous vous êtes dit, je vais prendre la suite de mes parents? Est-ce que ça vous a paru naturel? Et puis, quel est le cursus d'études qu'il faut faire, même si on n'est pas médecin? On étudie quand même. Effectivement, alors comme je vous l'ai précisé, effectivement, on est sur une exploitation agricole. Donc, petit garçon, on suit papa, on suit maman, puisque sur une exploitation agricole, il y a aussi de la volaille et on se nourrit, à l'époque, on se nourrissait aussi de ce qui était produit sur l'exploitation. Donc, on suit maman sur cette partie élevage et puis il se crée un peu de vocation sur la partie céréales. Il y avait une partie polyculture élevage, donc vaches allaitantes, mais aussi vignes. Et puis, petit à petit, je me suis orienté sur des études agricoles avec un BEPA, un bac pro viticulture œnologique, puis un BTS technico-commercial en boissons vins spiritueux pour, entre guillemets, finaliser la partie cursus scolaire en ayant une finalité de commercialisation. Et puis, par ma vie privée, puisque mon épouse est infirmière, j'ai fait un choix dans les années 90 qui était de tout simplement reconduire l'exploitation uniquement sur la partie céréalière. Étant tout seul, il fallait que je gère aussi cette partie temps, économie et me spécialiser, je dirais, sur un seul axe et me professionnaliser sur la façon de le produire et de l'amener au mieux auprès du marché. Alors comment ça s'est passé tout ça? D'abord avec vos parents, peut-être comme vous aviez fait viticulture, dire non à la vigne, ou du moins pas tout de suite, ou pas moi. Et comment on va vers la spécialisation? Quelle est la réflexion et pourquoi? Dans quel but? La réflexion... elle a été à cette époque-là économique. On était dans une phase de crise au niveau du cognac. Mon père produisait une seule gamme de pinot, qui était un pinot blanc, et je ne pouvais pas étoffer cette gamme-là. Il n'y avait pas de modèle de distillation sur l'exploitation. Il fallait que je fasse des... C'était très contraignant, très contraignant. Donc, je dirais que naturellement, par rapport à la superficie que j'avais, ça a été de m'orienter vers cette partie céréalière. Il ne faut pas oublier que donc, cette exploitation elle est aussi à cheval entre la Charente et la Dordogne, que l'appellation cognac est limitée qu'à la Charente, enfin, du moins dans mon secteur géographique, secteur de la Roche-Chalais, il y a un secteur en Dordogne qui a l'appellation cognac, mais ici sur mon secteur, j'étais limité, donc en bon bois, donc je ne voyais pas à cette époque-là forcément une partie économique qui pouvait se développer très naturellement. Le céréal est venu
naturellement s'imposer sur mon choix technique et agricole. Alors quand on dit céréales, on parle de quelles céréales? Alors on parle de toutes sortes de céréales, donc céréales, blé, maïs, mais aussi oléoprotéagineux, tournesol, colza. On peut avoir aussi, en fonction des rotations, puisque nous sommes assez limités par rapport aux rotations. Alors on voit en ce moment, en fait, on fait une sorte de couverture de surface en allotant vraiment la production, donc une trentaine d'hectares de maïs, une trentaine d'hectares de tournesol, une trentaine d'hectares de pois. On essaye de vraiment avoir cette petite agriculture fermière pour avoir pas tous les œufs dans le même panier. Au niveau des risques climatiques, les implantations ne se font pas forcément toutes en même temps. Donc on essaye vraiment d'avoir un panel de céréales sur une exploitation pour répondre au marché, mais aussi pour pouvoir avoir le nécessaire en rotation qui nous permet d'implanter de culture en culture, d'année en année, les cultures qui vont suivre toute cette suite logique agronome. D'accord, alors vous parlez de petites parcelles pratiquement, mais moi j'ai l'impression que c'est grand. Alors tout est proportionnel évidemment, on n'est pas dans la Beauce. Et comment est-ce que, parce qu'on n'a pas tellement l'habitude, on parle beaucoup du monde agricole, mais on n'y connaît pas grand-chose, voire rien. Et comment est-ce qu'on gère les temps et comment est-ce que on récolte, on sème, etc. au fur et à mesure de l'année, parce qu'il n'y a pas, comme vous venez de le dire, que du maïs, il y a aussi des pois, il y a aussi du blé, etc. Comment est-ce que ça se passe tout ça pour nous qui n'y connaissons rien ou pas grand-chose? Eh bien, on le gère tout simplement par le biais des saisons. C'est-à-dire que, comme je vous le précisais, on est sur des petits allots, d'une trentaine, quarantaine d'hectares de blé, où on aura des interventions complètement différentes que sur une intervention de printemps. Et donc, ça va nous permettre d'étaler nos temps de travaux sur une année complète. Et encore une fois, répondre déjà aux besoins techniques et économiques de l'exploitation, qui nous permettra donc d'avoir ces rotations. Et ensuite, on aura donc cette facilité aussi d'étaler ces charges de travail dans le temps pour accompagner au mieux les cultures mises en place. Donc c'est un suivi au niveau nourriture, protection, mais aussi des besoins. Là, comme en ce moment, on est sur une période assez sèche, donc une période aussi de mise en place, de maintien la culture dans un état de production correct. Donc là, on parle d'irrigation. C'est tout un ensemble de travail qui se prépare 1 an, 2 ans, voire 3 ans à l'avance, pour ensuite arriver à terme, être le plus efficace possible et amener la culture au mieux de ce qu'elle peut produire. Bien, alors puisque vous parlez d'irrigation, nous sommes à côté de maïs. Vous savez que tout ça, c'est très sensible auprès des gens. Nous sommes à côté de votre station de pompage. Comment est-ce que ça fonctionne aussi, tout ça? Parce qu'on se dit, mais alors, ils sont en train d'arroser, ils vont complètement assécher nos rivières, etc., nos nappes phréatiques, en sachant que là, c'est pas sur la nappe phréatique que vous êtes. C'est juste pour qu'on ait quand même une explication. On reviendra bien sûr au sujet principal de ces journées nationales de l'agriculture, mais c'est important, je crois, qu'on puisse comprendre. Vous avez entièrement raison. Et c'est vraiment quelque chose de majeur, puisque l'eau est un bien public, l'eau appartient à tout le monde. Il se doit avoir une gestion de l'eau tout à fait correcte par rapport à l'environnement. Effectivement, on se retrouve en face et à côté d'une parcelle de maïs. Ce maïs-là, je l'ai choisi puisque c'est un maïs résistant à la sécheresse. C'est un maïs qui va être très très peu arrosé, puisque derrière ça, je ne me fixe pas un rendement qui, sur certaines années, peut être très important. Les rendements moyens de maïs ici, dans la région, c'est 90 quintaux secs. Moi, sur ce type de maïs, sur ce type de culture, parce que j'ai choisi un modèle. Donc un modèle, c'est choisir de quand je vais la planter, la densité. Alors la densité, c'est le nombre de pieds de maïs. C'est aussi de comment je vais le nourrir.
Donc l'amendement, qui à l'heure actuelle, vu le contexte, est très cher, c'est aussi de réfléchir à comment je vais l'amener à sa production sans trop utiliser le milieu. Eh bien ce maïs, on appelle un maïs dry, ce maïs qui va être très résistant à la sécheresse, qui va dans l'année avoir, 2 tours d'irrigation. Alors 2 tours, quand je dis 2 tours, c'est pas trop parlant, c'est 2 passages d'irrigation. Et puis je vais me cantonner à ça. Après, peu importe ce qui arrivera, je sais que c'est un maïs résistant. Alors, par expérience, parce que ce n'est pas la première année que j'en fais, mais je sais que par expérience, c'est un maïs qui va me donner, entre 50 et 60 quintaux. Mais par rapport aux investissements que je vais avoir mis dans ces cultures-là, dans cette parcelle-là, ça correspond tout à fait. Et je n'ai pas d'intérêt à prendre plus que j'ai à prendre dans le milieu pour apporter rien de plus, puisque même si je lui apporte beaucoup plus d'eau, il ne va pas le valoriser. Donc ça, c'est un choix, mais c'est un choix qui m'appartient. C'est un choix stratégique sur mon exploitation, parce que je l'ai calculé comme ça. D'autres collègues n'ont pas cette logique-là, mais elle est tout à fait respectable, puisqu'ils ont peut-être d'autres moyens, d'autres gestions. Il y a des parcelles où on n'a pas du maïs dry, mais qui ne sont pas du tout irriguées et qui va produire des quantités assez importantes de maïs. Enfin, tout est une question de stratégie, d'environnement, de prise de contact, de prise de connaissance du milieu pour éviter qu'il y ait justement ces épuisements, comme on peut le dire. Le but d'un agriculteur n'est pas d'assécher le milieu, c'est de le préserver. Le but d'un agriculteur, c'est ne pas détruire, c'est au contraire construire une alimentation pour le futur. Et si on veut qu'elle soit pérenne, elle commence d'abord dans les champs. Elle ne commence pas à épuiser tout ce que l'on peut épuiser à gauche ou à droite, mais c'est certainement une préservation d'un milieu qui fera qu'on aura une agriculture pérenne. Alors, il y a 2 mots. Bien sûr, vous n'allez pas scier la branche sur laquelle vous êtes assis. Comment est-ce que vous dites 2 passages d'irrigation? Ça, il faut qu'on comprenne, parce que 2 passages, moi aussi je passe là, mais avec mon petit arrosoir, comment je fais? Bon, voilà. Et puis, je nourris mon maïs. Alors, c'est 2 explications dont on aurait besoin. Oui, alors 2 passages d'irrigation, c'est des termes techniques. Après, quand on dit un passage, en fait, on a des zones d'irrigation. Quand on déroule un enrouleur, on sait qu'on va arroser une largeur, et ça fait un passage. Donc une largeur d'enrouleur, c'est 180 mètres de part en part du canon. Et puis derrière ça, on a un passage d'irrigation. Donc c'est le moment où on va dérouler l'enrouleur. Ça s'appelle un passage d'irrigation. Donc c'est en quelque sorte le nombre de fois où vous allez voir le canon au même endroit dans une parcelle. Moi, voilà, sur l'année, c'est très court, le maïs. Faut aussi se rappeler qu'on l'implante au mois de mars, mais on le récolte en septembre. Donc c'est vraiment une culture très très courte. À partir du mois d'août, mon enrouleur est rentré. Je ne l'irrigue plus, je reste complètement dépendant de la météo qui m'amènera ma culture jusqu'au bout. Donc ça, c'est la première partie. La partie nutrition, c'est justement comment je vais amener un rendement, comment je vais amener un intérêt à produire jusqu'à une certaine logique environnementale, puisque ici nous sommes sur tout le territoire charentais sur des zones vulnérables. Alors ça, c'est une cartographie, c'est vraiment technique. C'est une cartographie qui a été dessinée par le département, par la préfecture, qui nous permet d'avoir une zone réglementée au niveau des amendements pour amener des cultures à une production correcte. Ce n'est pas nous qui le déterminons. Et on a vraiment cette partie de gestion très poussée qui nous permet d'avoir une logique sur la partie nourriture. La nourriture, c'est l'amendement, c'est l'engrais que l'on apporte. Un maïs en culture conventionnelle, on peut monter à 160 unités. On parle en unités, unités fertilisantes. Sur ce type de maïs, on est sur du 100, 110 unités fertilisantes. Donc on est vraiment 50, 60 unités en dessous. Voilà, on vise vraiment l'économie. Quand on fait ces maïs, c'est l'économie. C'est avant tout préserver le milieu, ne pas apporter, ne pas abonder plus qu'il ne faut, toujours par rapport à une logique de production. Voilà, on vise 50, 60 quintaux. Voilà, pas plus, parce qu'économiquement, je m'y retrouve. Je suis aussi entrepreneur, donc j'ai aussi du temps à étaler au niveau des temps de travaux. L'été, c'est une période assez intense au niveau des temps de travaux. Bon, voilà. Voilà, c'est très précis en tout cas. C'est très précis et c'est très réglementé. Je voudrais juste qu'on aille 2 secondes parler de cette zone humide, parce qu'on est dans un territoire, c'est presque des tourbières que vous avez ici, et on va voir la zone de pompage. Et vous me parliez justement que vous ne faites pas tout et n'importe quoi à cet endroit-là.
tant au pompage qu'à la fauche. Oui, effectivement, là, on se situe en face d'une réserve donc en eau superficielle où j'ai donc quelques sources qui jaillissent à cet endroit-là. Et juste à côté, se trouve un champ qui est en mesure agro-environnementale, donc zone humide, comme vous l'avez très bien précisé, une zone de tourbière où nous récoltons donc le foin. Alors je le mets à disposition aux éleveurs, un élevage de chèvres qui est juste à côté de chez moi et qui va valoriser justement ces foins. Alors c'est un foin qui n'a pas une grande valeur nutritive, mais il a le mérite d'exister. Et à partir d'une certaine date, eh bien, je peux leur laisser pour qu'ils puissent utiliser le milieu. Donc voilà, on se situe dans un endroit où nous avons une réserve. De l'autre côté, on a un foin assez abondant. Donc preuve en est que le milieu, oui, j'ai ma crépine, donc la crépine c'est le tuyau d'aspiration qui est dedans, donc j'utilise le milieu, mais vous voyez que le milieu n'est pas déficient en eau, puisqu'il y a vraiment cette notion de gestion, d'impact sur le milieu qui fait que voilà, on a des cultures qui sont à la hauteur économique et environnementale de l'exploitation, avec une utilisation du milieu tout à fait raisonnée. Très bien, et un peu plus loin, c'est la Nisonne, pour ceux qui connaissent. Oui, très belle rivière qui prend sa source à Nontron. Il faut savoir que, voilà, vous voyez le débit ici de la Nisonne, nous sommes une trentaine d'irrigants sur la Nisonne, donc il y a vraiment une gestion qui est parfaite. Bien, et on voit aussi la couleur de la terre, un peu tourbe, etc. Et c'était bien que vous puissiez nous préciser tout ça. Maintenant, on va se remettre un peu à l'ombre, parce que moi, je n'ai pas de couverture capillaire suffisante pour rester trop longtemps au soleil sans avoir un chapeau, et je ne l'ai pas amené. Donc, au loin, on aperçoit le village, votre maison à côté. Et puis, maintenant, j'aimerais que nous parlions de ce qui nous a, réunis aujourd'hui. Grâce à l'ANEFA, vous allez nous dire ce que c'est que l'ANEFA, qui nous a mis en contact pour parler de ces journées nationales de l'agriculture. Alors, c'est quoi tout ça? Alors l'ANEFA, effectivement, c'est notre pôle emploi, l'agriculture, qui nous permet d'avoir, de mettre à disposition pas mal de demandeurs d'emploi. Notre directrice Sandrine Boineau, avec laquelle je travaille depuis quelques années, nous avons lancé cette initiative de faire un partenariat entre elles, entre d'autres personnes, au niveau des idées pour développer cette partie d'agri demain, puisqu'à la base les GINA n'existaient pas, les GINA n'existent que depuis 2 ans. Sandrine Boineau et moi avons eu l'idée de se rapprocher d'un commerçant, donc Loïc Villeneuve, directeur de Super U de Villebois, mais il se présentera tout à l'heure, voilà. Je devance un petit peu les choses, pour avoir cette idée de rapprocher le consommateur ou le grand public auprès des agriculteurs, auprès de notre métier, alors quel que soit le métier, puisque Sandrine est donc directrice d'un pôle emploi, moi je suis agriculteur, mais il y a d'autres ramifications autour de la culture qui se joignent à ces journées-là. Et le but, c'est de démystifier un petit peu les messages qui peuvent être perçus ou qui ne sont pas entendus. Enfin, c'est du moins avoir une transparence totale de l'agriculture auprès du grand public. Et on a trouvé rien de mieux que de s'associer à un magasin où il y a un passage sensationnel de gens qui souhaitent venir justement, je fais un peu l'introduction. Non, c'est bien, ça s'appelle faire la transition. Vous faites ça très bien. Et puis en plus, alors j'ai une anti-sèche remarquable, puisque vous avez un très beau t-shirt qui s'appelle Agri Demain, l'agriculture française, une terre à découvrir. Et maintenant, je viens vers Loïc Villeneuve. Bonjour à vous, Loïc. Bonjour. Alors, on vous connaît déjà, et puis vous fréquentez de temps en temps nos studios, mais vous, comment cette démarche, comment ça s'est passé avec Ludovic, peut-être avec l'ANEFA, et puis nous parler de votre enracinement ici du Super U de Villebois-Lavalette. Comment est-ce que vous vous situez? Parlez-nous de tout ça. Moi, je connais Ludovic de longue date désormais, d'abord en tant que client, et puis après, on s'est liés d'amitié. Historiquement, chez Système U, c'est dans notre ADN d'être proche de notre environnement, là en l'occurrence l'environnement rural, donc on a nos racines, on a beaucoup de collègues qui sont issus du monde agricole. Donc c'est dans notre ADN, on fait
beaucoup de choses en partenariat avec le monde agricole depuis toujours. Après, l'idée quand Ludovic m'a parlé de la démarche Agri-Demain, c'était vraiment de le faire savoir. On a un très beau savoir-faire, mais comment on le communique auprès du grand public et surtout comment on rassure aussi les consommateurs. Moi, quand Ludovic m'a dit que parfois les agriculteurs sont un peu considérés comme des personnes anti-écologiques, des pollueurs, ça m'a vraiment interpellé parce que j'étais très loin de m'imaginer tout ça. D'où l'idée de trouver des animations et de leviers pour faire une communication positive auprès du grand public. Et ce que l'on a fait déjà il y a 3 ans, ça a été un très beau succès. Et l'idée, c'était de renouveler l'opération en améliorant encore les choses. Voilà, et on fait ni plus ni moins que expliquer, montrer ce que l'on fait au quotidien. Alors justement, ce que vous faites au quotidien, je suppose que quand on a, comme vous, un supermarché, donc on s'adresse à tout le monde. Et comment est-ce qu'on sélectionne les produits qui sont dans votre magasin? Est-ce que c'est le client qui est en demande? Est-ce que c'est vous qui apportez et qui mettez au jour des choses que les gens ne connaissent pas? Et vous avez certes là, du coup, une démarche presque éducative. Comment est-ce qu'on gère ça? Parce que là, on vient de parler d'une agriculture qu'on connaît mal. Oui, c'est vrai qu'on se dit, c'est quoi ces agriculteurs qui mettent des tas de cochonneries et un supermarché qui vend plein de choses aussi. Comment est-ce qu'on sélectionne et quelle est votre éthique finalement ou le maître mot? Nous, chez Système U, en fait, il y a différents canaux d'approvisionnement auprès des magasins. Il y a ce que j'appellerais un tronc commun, c'est un assortiment national qui est proposé aux magasins. Nous, chez Système U, on est des commerçants indépendants, donc en fait, on fait ce que l'on veut. On s'est regroupé au sein d'une coopérative qui s'appelle Système U, mais on fait ce qu'on veut dans les magasins. Je pourrais ne travailler que 100% de produits locaux. Après, forcément, le sourcing fait que je ne pourrais pas remplir et offrir suffisamment de choix à mes clients. Donc, on a un tronc commun, ce qu'on appelle un référencement national, où ce sont des associés comme moi qui sont impliqués, qui référencent les produits. Ça va de la grande multinationale, Danone, Nestlé, Coca-Cola, aux petits producteurs. Je suis aussi impliqué et à la fois au niveau national sur la partie liquide, sur les produits à marque U, sur le jus d'orange, les alcools et les spiritueux. Et je suis également dans la démarche le meilleur du local sur les produits Charente-Maritime, où on rencontre des tout petits producteurs. Et en plus de ça, au sein du magasin, on travaille en ultra proximité directement avec des producteurs, soit maraîchers, éleveurs bovins. On est vraiment très très proche de nos producteurs, qui sont aussi nos clients finalement, donc tout le monde s'y retrouve. Et dans notre ADN chez Système U, en fait, on considère que c'est nos consommateurs qui décident finalement. C'est nos clients qui décident. Donc notre métier, c'est d'offrir un large choix pour tous les goûts, également pour toutes les bourses, pour toutes les idées. Il y en a des consommateurs qui sont exclusivement focalisés sur le produit 100% bio, d'autres ultra local, d'autres ils seront beaucoup plus sensibles à la marque nationale. D'autres, ça va être des produits aussi d'entrée de gamme parce que financièrement, ils vont aller plutôt vers cible de produits. Notre métier, c'est de le proposer et c'est à eux de leur expliquer ce qu'il y a dedans. Parce qu'on peut faire du produit très compétitif en prix et en ayant également des produits de qualité. C'est dans nos valeurs et dans nos priorités chez Système U. Quand on a préparé l'émission, vous me disiez que vous achetiez vous-même et pour vos enfants des produits pas chers, ouverts à toutes les bourses. Et vous disiez que qualitativement, évidemment, c'était le meilleur de ce qu'on pouvait faire dans ce domaine. Vous pouvez nous expliquer un tout petit peu ? C'est ni plus ni moins qu'aujourd'hui, nous, en tant qu'acheteurs, au niveau de notre enceinte nationale, on va être fiers des produits que l'on propose dans nos magasins. Donc, et aujourd'hui, on est persuadé que l'on peut faire à la fois économique et à la fois bien manger. Moi, je donne effectivement à mes enfants des produits, que ce soit à marque U, où là, on est vraiment sur le meilleur rapport qualité-prix possible. Ça fait plus de 6 ans maintenant que chez Système U, au niveau national, on a décidé que tous les produits U, il n'y aurait pas d'huile de palme. On était les premiers à faire ça. Aujourd'hui, on ne le regrette pas, même si le contexte actuel fait que c'est un peu différent et difficile, mais c'est pas grave. En tout cas, on assume nos convictions. On préfère pas avoir de produit être en rupture en rayon, plutôt que de proposer un produit qui n'est pas en phase avec nos convictions et notre ADN. Bien, alors maintenant pour cette Agri-Demain et ces journées nationales de l'agriculture, qu'est-ce qui va se passer sur le parking du Super U? On va se garer où d'abord? Partout.
Bon, alors ça va. Il y a suffisamment de place parce qu'on parle de parking. Bon, alors, qu'est-ce qui va se passer? Voilà. En fait, ce qu'on avait fait avec Ludovic, enfin, moi, finalement, j'organise pas grand-chose. C'est plutôt Ludovic avec l'association Agri-Demain qui sont vraiment à l'initiative du projet. C'est leur journée. Donc, moi, je mets à ma disposition, finalement, l'outil où forcément sur des journées comme le vendredi et le samedi il y a une forte fréquentation. L'objectif c'est de toucher le plus grand nombre. Si c'est pour faire quelque chose de génial au fin fond d'un champ et qu'on a une dizaine de visiteurs, ça n'a pas trop d'intérêt. L'idée c'est vraiment de toucher le plus grand nombre. Donc moi je mets à disposition le magasin, l'outil. Et ensuite l'aménagement, voilà, il y a les idées fusent parce qu'on a fait une réunion il y a un peu plus d'un mois. Et il y a une super implication de tous les participants, donc c'est super. L'idée, c'est qu'on va proposer du matériel, parce que quand même le matériel, notamment chez les jeunes, c'est ce qui interpelle, c'est ce qui fascine un peu. Ça apporte de l'envie, le fait que les enfants puissent monter dans la moissonneuse-batteuse, y compris les adultes. C'est un levier d'accroche. Donc, et après, l'idée, c'est de vraiment créer un moment convivial. On va mettre en place des boissons, une tireuse à bière. Le midi, on va faire un brasero pour faire déguster les produits aux clients. L'idée, c'est un moment de fête, c'est un moment de plaisir. Je crois que c'est surtout dans le contexte actuel, on vit une période pas simple. Et je pense qu'on peut communiquer juste en ayant un peu de plaisir et de la joie, quoi. Bon, vous avez envie de fédérer dans une bonne ambiance. Exactement. Bon, c'est bien, vous avez parlé de levier. Moi, je pense qu'il me faudra un levier pour atteindre les marches de la moissonneuse-batteuse. Mais bon, je reviens. Il faut toujours faire un peu d'humour dans l'émission. Alors, racontez-nous maintenant qui va se retrouver là. Comment est-ce que les agriculteurs ont répondu présents ou pas? Quel type d'agriculteurs? Y a-t-il des raisonnés, des conventionnels, des bio? Racontez-nous pour qu'on ait envie de venir vous rencontrer. Puis si on écoute cette émission après, pour l'année prochaine. Alors déjà, je vais vous présenter ce qu'est Agri-Demain. Oui, présentez-nous. Alors, Agri-Demain, nous sommes 500 ambassadeurs. Donc, c'est une organisation nationale avec un conseil d'administration qui se situe sur Paris. Et nous sommes 500 ambassadeurs sur tout le territoire national. Donc, il y en a 5 en Charente. Vous pouvez les retrouver d'ailleurs sur une carte interactive sur le site Agri-Demain. Et c'est la volonté de chaque ambassadeur de vouloir communiquer, comme l'a très bien précisé Loïc, auprès du grand public et d'avoir cette facilité, effectivement, de faire un truc sensationnel au fond d'un champ, c'est très bien, mais l'essentiel, c'est qu'on puisse en parler et qu'on puisse communiquer, et simplement. Donc, déjà, voilà, c'est la première partie, Agri-Demain, une association nationale sur laquelle nous avons travaillé pour définir les JNA, donc les Journées nationales de l'agriculture, que l'on veut inscrire au calendrier national, donc le 17, 18, 19 juin de chaque année, pour qu'il y ait un événement qui se fasse, alors soit sur une ferme, tout simplement, soit voilà, sur multitude d'idées. L'essentiel, c'est que l'ambassadeur Agri-Demain du territoire s'imprègne de son événement pour qu'il puisse avoir quelque chose de festif, quelque chose d'agréable. Voilà, on n'est pas réalisateur d'événements, on est agriculteur, mais on est là pour être à la rencontre des gens, être à la rencontre de cette écoute-là qui est très intéressante. Donc, sur ce parking, nous allons avoir une multitude de producteurs, aussi de représentants, puisque nous allons avoir un concessionnaire agricole qui va amener dans la technologie, mais qui est aussi une CUMA qui va peut-être aussi amener toute la partie. Je dis peut-être parce qu'on est dans la finalité et on ne sait pas trop le matériel qui sera présent, mais il y aura du matériel présent. Effectivement, c'est un levier très attractif auprès du grand public. Ensuite, bien sûr, sans oublier les producteurs qui seront cette journée-là bien présentes au magasin, plus après tous les acteurs avec qui le monde agricole et peut-être le monde de la commercialisation travaille aussi, peut-être certainement moins, mais je pense à la MSA qui sera présente, donc à la NEFA, donc aussi à la GEM 16, et j'en oublie. Enfin, il y aura une multitude de représentants de la filière agricole ou paragricole bien présentes sur ces journées-là. L'autre particularité, c'est que sur le 17, 18, 19 juin, le 17 a été mis en place pour sensibiliser la partie scolaire. Ça a été un axe aussi qu'on avait déterminé lors de la première opération que l'on avait fait avec Loïc. Ça a été de sensibiliser donc tous les enfants. Ce sont eux les futurs consommateurs, ce sont eux qui auront besoin de voir comment se pratique l'agriculture. Donc cette journée du 17 est vraiment axée sur
l'attractivité des scolaires. On aura donc les classes de 4e du collège Henri Martin qui vont se déplacer pour venir participer au JNA. Il y aura une forme de concours avec peut-être des petits lots, mais ça c'est la surprise, je ne le dis pas maintenant parce que ça sera dévoilé, l'accroche que je veux leur transmettre. Mais voilà, cette classe de 4e, on rentre dans une tranche d'âge où ces adolescents vont avoir besoin de se repérer au niveau de l'envie d'un métier. Je trouve que on trouvait avec Loïc, c'était vraiment un très très bon tremplin, une très très bonne communication. Bien, l'ambassadeur, c'est lui qui va fédérer, qui va faire organiser la fête. Vous parliez tout à l'heure, ça peut être dans la ferme. Là, vous avez choisi, vous, puisque vous êtes cet ambassadeur ici, de travailler avec Super U. Oui, tout à fait, c'est exactement ça. C'est l'ambassadeur choisit, s'imprègne de l'événement qu'il a envie de faire partager auprès du grand public, ou pas que. L'année dernière, donc j'avais fait, on sortait du Covid, c'était pas très évident. J'avais axé la partie communication autour de l'emploi. Et justement, avec Sandrine, on avait eu une quarantaine de demandeurs d'emploi. J'avais installé dans une remorque céréalière. J'avais fait un petit tour là où nous sommes d'ailleurs, pour leur montrer ce qui est la partie irrigation, enfin leur montrer entre guillemets ce qu'est une exploitation céréalière. Il n'y a pas autant de choses que sur une exploitation maraîchère, on n'a pas autant de diversité. Il faut prendre un petit peu plus voilà, faut avoir un peu plus de motorisation. Il faut voyager plus longtemps. Alors, vous dites, vous avez bien fait de le dire, remorque céréalière, parce que moi je voyais un wagon à bestiaux, alors ça me faisait un petit peu peur. Ah, vous voyez bétaillère. Non, là c'était, comme il n'y a pas d'élevage, voilà, ça aurait pu être le cas, mais non, une bétaillère elle est quand même assez haute, non, une remorque céréalière c'était très très bien. Puis c'était champêtre. C'est aussi cet esprit-là où il faut aussi qu'on ait des métiers séducteurs. Je pense que je ne vais pas parler à la place de Loïc, mais à l'heure actuelle, l'emploi est quelque chose de primordial. On a besoin d'avoir des personnes sur nos exploitations pour venir nous aider, des collaborateurs. Donc il faut qu'on ait un métier qui soit attractif. Il faut qu'on ait des métiers qui plaisent. Mais c'est valable pour le mien, mais c'est valable pour tous les autres métiers. Et donc on a besoin d'avoir cette transparence et cette envie d'avoir la volonté de montrer que l'agriculture et les autres métiers sont vraiment passionnants dès l'instant qu'on s'y imprègne et dès l'instant qu'on a la volonté de vouloir le partager. Il y a combien d'agriculteurs qui vont venir à cette manifestation, présenter leurs produits ou leurs techniques Alors là, agriculteurs, producteurs, on est sur une petite dizaine à peu près, directement par rapport au JNA. Après, par agriculteur, il faut savoir, voilà, un agriculteur fait vivre indirectement 5 emplois en parallèle de son métier. Donc, on aura justement ces 5 emplois. Alors, c'est quoi ces 5 emplois, donc, par exemple? Comme je vous le précisais, donc MSA, banque, assurance, sociale, voilà, j'en oublie un 5e. Enfin bon, on est à peu près sur 5 coopérations, voilà, négoce, voilà, on a et puis commercialisation, même 6, 7. Enfin voilà, on fait vivre indirectement, on n'a pas cette prétention de faire vivre tout le monde, mais du moins il y a beaucoup de parallèles ou de similitudes qui se dressent autour de l'agriculture. Et donc on aura donc du producteur, mais aussi toutes les autres professions qui répondent présentes au métier de l'agriculture. C'est un ensemble pluriel qui fait sens sur le parking du Super U pour ces journées-là. Donc ça s'est déjà passé ici. Qu'est-ce que vous en avez ressorti les années passées? Donc on l'a fait une première fois, après le Covid est arrivé, donc ça a été un peu plus particulier. Juste du plaisir en fait, du plaisir pour nous, le plaisir de lancer, d'initier un projet, le plaisir de voir qu'on a réussi à fédérer beaucoup de confrères agriculteurs et surtout le plaisir des enfants, parce qu'on avait fait venir les enfants déjà, c'était l'école primaire, donc il y avait tout un petit projet pédagogique aussi où les enfants pouvaient toucher les céréales, monter dans la moissonneuse, il y avait tout le processus, ensuite ils allaient au rayon boulangerie, ils ont confectionné du pain, ils repartaient avec la boule de pain qu'ils avaient fabriquée et rien que de voir le sourire sur leur visage, c'était un vrai plaisir. Et la seule ambition qu'on a, c'est donner du plaisir aux gens. S'il y a du plaisir, il va y avoir de l'attention. Et derrière, ça fera sens, pour reprendre votre terme. Et c'est juste ça, quoi.
Ben, merci de nous le faire vivre là, parce qu'on comprend bien par l'exemple. Mais oui, c'est vrai. Quand on dit ambassadeur, vous êtes le seul en Charente. Est-ce que vous communiquez sur l'ensemble du département, au-delà, puisqu'on touche la Dordogne? Comment est-ce que vous faites votre communication? Alors notre communication, elle est uniquement liée par rapport à la volonté. Comme je vous le précisais tout à l'heure, en Charente, nous avons la chance d'être 5 ambassadeurs. De différents lieux, de différentes productions. En Dordogne, effectivement, nous n'avons pas d'ambassadeur pour le moment, mais c'est une démarche que je suis en train de créer auprès d'autres organismes pour parler de ce qu'est Agri-Demain au niveau des ambassadeurs. Ambassadeur, c'est aussi, quand on crée des événements comme ça, c'est aussi d'avoir une finalité. Là, on a la gentillesse d'avoir un magasin qui s'ouvre. C'est ce que je disais à Loïc, je ne lui promets pas une explosion de son chiffre d'affaires et c'est pas le but de ces journées-là. Et là, on est tout à fait raccord sur cette partie-là. Je pense pas que c'est ce qu'il a envie, n'est-ce pas, Loïc? Bien entendu. C'est pas du tout l'objectif. Ouais. Il a dit plaisir et partage. Exactement. Et moi, en tant qu'ambassadeur, ce qui a été marrant, effectivement, comme Loïc l'a précisé, on a eu ce Covid qui est passé par là, donc ce mouvement qui s'est un petit peu essoufflé. Puis là, on reconduit la chose qui a peut-être débuté au Salon de l'Agriculture, parce qu'il faut savoir que Agri-Demain, nous avons un stand donc dans le hall A du Salon de l'Agriculture, où nous faisons des tables d'hôtes. Des tables d'hôtes où, pendant 20 minutes, une demi-heure, on va parler de l'agriculture autour de différents thèmes. Et j'avais proposé à Loïc, avec 3 ou 4 de ses confrères, de venir participer à ces tables d'hôtes pendant 20 minutes. Donc c'est filmé, c'est retransmis, et on a eu de la chance d'être accompagné du PDG des Systèmes U, de Michel Eschler, pour discuter de l'agriculture autour de cette table-là. Donc ça a été une journée, je dirais, de mise en route des JNA, mais aussi de partage. Parce que c'est aussi une nouveauté d'avoir des commerçants autour d'une table, ce qui prouve le lien, ce qui prouve l'intérêt, ce qui prouve vraiment la sensibilité qu'a ce métier de l'agriculture de fédérer, mais auprès de ceux qui nous représentent le mieux au niveau du commerce, nos commerçants. Qu'est-ce qui vous a surpris, Loïc Villeneuve, donc patron du Super U à Villebois-la-Valette, dans ces journées passées, et même peut-être au Salon de l'Agriculture, porte de Versailles à Paris? C'est vraiment j'ai pas été surpris parce qu'il y a énormément de bienveillance, je pense, de part et d'autre. Donc souvent le cliché, c'est les agriculteurs contre la grande distribution. C'est vrai que très objectivement, chez Système U, je pense qu'on a une relation privilégiée avec le monde agricole parce que ça s'est pas fait en un jour. Depuis toujours, on a eu cette proximité avec le monde agricole et surtout, on a vraiment une vraie démarche sincère. Donc ça ne se décrète pas, la confiance, ça se mérite et je pense qu'il y a beaucoup de bienveillance de part et d'autre et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, plaisir, écoute, partage, c'est vraiment les 3 mots qui ressortent tout le temps, quoi. Donc que ce soit sur le Salon de l'Agriculture, on a eu un accueil génial et puis là on reproduit finalement, on ne fait que faire évoluer ce qu'on fait déjà très bien. Alors, au cours de ces journées et des discussions, les gens sont surpris ou quelles sont les questions qui reviennent le plus souvent? Alors, je ne sais pas qui veut répondre à la question, là. Au cours de ces journées-là, oui. C'est plus par rapport, je pense, à Ludovic de répondre, parce que... Mais d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant, c'est que les gens posent beaucoup de questions. S'ils posent des questions, c'est qu'ils s'intéressent. Et c'est bien aussi qu'il y ait des questions, je pense, critiques, parce que c'est l'occasion de poser le débat en toute transparence et d'apporter une vraie réponse pédagogique, où là, ça devient très technique. Moi, et c'est pas du tout mon domaine. Alors, je reviens vers vous, Ludovic. La chance que l'on a sur ces journées-là, c'est que chaque personne va s'imprégner de son événement. Donc, ce qu'on demande, en fait, c'est qu'il y ait une partie ludique, d'attractivité. Je prends le négoce, je prends la coopération, on va avoir un panel de graines. Et bien souvent, les gens s'étonnent de « Ah bah tiens, cette graine, c'est quoi, ça sert à quoi ?» Et là, paf, l'accroche se fait, l'intérêt se fait. Et puis, les gens vont passer de stand en stand, vont avoir cette objectivité par la curiosité de venir chercher une information, de venir chercher des explications, comme l'a très bien précisé Loïc. Après, c'est
En fait, c'est une mayonnaise qui se crée tout au long de cette journée-là où les gens, par la curiosité, vont venir nous voir, vont venir s'intéresser. Puis, curiosité et convivialité. Parce que ça, c'est vrai que ça, c'est vraiment la patte de Loïc. C'est vraiment la partie conviviale sur laquelle je salue énormément parce qu'il met à la disposition beaucoup d'éléments de convivialité qui permet que cette journée-là soit une réussite. Alors, comment dire, on a parlé de la communication, on a parlé de ces journées-là. Elles se font partout au même moment, dans la France entière ? Oui, effectivement. Donc, le 17, 18, 19 juin prochain, tous les ambassadeurs qui désireront, encore une fois, c'est en fonction de la volonté, comme je vous précisais, on rentre dans une période où les récoltes ne vont pas tarder. Donc, en fonction de la volonté de chacun, il y aura des événements nationaux qui vont se faire sur tout le territoire. Sur la volonté des 500 ambassadeurs de ces journées-là. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres moments dans l'année où, pareil, on peut se retrouver en dehors du salon de l'agriculture ? Alors, il y a plein de moments. Il y a plein de moments dans l'année où on peut se retrouver, où Agri-Demain peut être sollicité justement pour communiquer. C'est à la volonté de chacun. L'essentiel, c'est que l'ambassadeur communique au niveau national son événement pour qu'il soit transparent, pour qu'on puisse en parler le plus possible, pour montrer que l'agriculture est bien présente sur le territoire, pour montrer que l'agriculture est un levier fort, qu'on n'oublie pas le consommateur, qu'on est avec le consommateur, qu'on soutient le consommateur. Et la volonté, c'est d'être le plus présent, c'est d'être le plus attractif bon, j'aurais plein de termes qui pourraient... Oui, je vois bien, mais moi je vais me recentrer avec le t-shirt Agri-Demain. Oui. Alors justement, Agri-Demain, l'agriculture demain, comment est-ce que vous l'envisagez ? Je suppose qu'il y a plein de gens qui vous posent des questions, comme le disait tout à l'heure Loïc, et même qui vous invectivent. Et c'est donc un endroit, une vitrine où on peut vous rencontrer en direct, sans maugréer ni râler, mais communiquer. Et c'est ce qui m'a plu dans votre démarche lorsque Sandrine Boineau nous a mis en contact, c'est qu'il n'y avait pas de... Toutes les questions étaient possibles, toutes les agricultures étaient possibles et qu'il fallait en parler et il fallait se découvrir et partager et dans la convivialité et le plaisir, comme dirait Loïc à côté de moi. Alors donc, vous, comment est-ce que vous voyez les choses et cette agriculture de demain, comment vous la voyez ? Eh bien, tout simplement, l'agriculture demain, je la vois encore plus vertueuse que celle d'aujourd'hui et encore plus que celle d'hier. C'est vraiment la démarche d'un agriculteur, un paysan, qui, depuis la nuit des temps, s'est adapté à son milieu, à son environnement, au changement climatique. C'est pas d'aujourd'hui qu'on a un changement climatique présent, mais c'est aujourd'hui qu'on en parle le plus. Et donc, il faut effectivement encore plus s'adapter à tous les enjeux que l'on peut avoir sur ce métier-là. Donc l'agriculture de demain sera une agriculture encore plus respectueuse, encore plus respectueuse, encore plus vertueuse auprès du milieu, auprès des besoins que l'on peut avoir aussi, parce qu'il ne faut pas oublier non plus que l'agriculture existe pour avoir cet aspect de nutrition, de peut-être souveraineté alimentaire nationale qui va être très importante, effectivement, vu le contexte qu'on est en train de croiser ou dans lequel on s'inscrit. C'était pas quelque chose dans lequel on s'était un petit peu imaginé ou imprégné. On a eu le Covid, on pensait être sorti de cette affaire-là, on a une autre affaire. Maintenant, l'essentiel, c'est de communiquer, c'est de travailler bien ensemble, c'est d'avoir cette bienveillance sur ce qui peut être produit en France et surtout avoir une sensibilité sur le consommé français. Donc je suppose que vous avez une réflexion au niveau national avec toutes les instances, qu'elles soient de l'État ou des régions ou même des scientifiques qui vous accompagnent et qui vous disent demain on va plutôt cultiver ça ou ça ou ça, et ça on pourra venir vous poser la question, je pense, au cours de ces journées-là. Oui, tout à fait, exactement. C'est tout à fait des réflexions qui peuvent nous être posées. Nous sommes les premiers acteurs du terrain, nous sommes les premiers observateurs de certains changements, et c'est aussi une forme de confiance auprès de notre dialogue que l'on peut retranscrire aussi par rapport à toutes ces personnes-là qui ont besoin d'être rassurées, et je le comprends tout à fait. Mais c'est cette confiance que l'on veut aborder et qui va être primordiale pour que l'on puisse travailler sereinement. Un travail serein, c'est un travail qui sera accompli à 100%. Donc ces journées, une sorte de l'agora de l'agriculture, et on tape sur l'ordinateur, on tape quoi pour qu'on retrouve l'information ? Alors vous tapez donc JNA, Journée nationale de l'agriculture, vous avez une carte interactive
qui vous donnera tous les lieux des agriculteurs qui feront un événement. Je crois qu'en Charente, il y a 6 actions qui vont se faire. Donc vous cliquez dessus et vous aurez le nom de l'exploitant, le lieu, le type d'événement. Et vous pourrez y participer très volontairement à tous ces événements-là. Merci beaucoup à vous Ludovic et à vous Loïc pour nous avoir reçus aujourd'hui sur vos terres, Ludovic, et vous, à côté de Villebois-la-Valette. Je vous dis à bientôt pour une prochaine émission d'En direct de chez vous.